Et on va aller plus loin dans le grand débat. Avec nous ce soir, François Grosdidier, bonsoir, sénateur LR de la Moselle. Loïc Prudhomme, bonsoir. Bienvenue à vous, député La France Insoumise de Gironde. Vous faites partie du groupe de députés qui a fait cette proposition de loi pour une légalisation contrôlée du cannabis à usage récréatif. Martine Pérez, bonsoir et bienvenue, médecin, journaliste spécialiste des questions de santé et chroniqueuse à Pharma Radio. Et Marc Valeur, bonsoir et bienvenue. Vous êtes psychiatre au centre Marmottan à Paris et spécialiste des pratiques addictives. Légaliser le cannabis à usage récréatif, une légalisation contrôlée, dites-vous, par l'État, Loïc Prudhomme. Ce que vous proposez en clair, c'est de créer un grand service public du cannabis. C'est cela, expliquez-nous. C'est surtout de sortir aujourd'hui de la situation qui est factuellement la suivante, c'est qu'il y a 3,9 millions de consommateurs en France, dont 1,2 million de consommateurs réguliers, avec les problèmes d'addiction que cela pose derrière. Et c'est à ça qu'on se propose de répondre en ayant un encadrement effectivement qui soit par l'État, par la puissance publique, par les services de santé aussi français, pour qu'on arrive à sortir de cette problématique de santé publique telle qu'elle se présente aujourd'hui, sans avoir un débat passionné, mais plutôt en regardant les choses avec la tête froide et au regard des chiffres, des tentatives qui ont été faites sur corriger ce qui est aujourd'hui le problème de l'addiction en France, et au regard aussi des exemples que l'on a aujourd'hui sur le territoire européen, sur des précédentes expériences où on a du recul, on y reviendra plus tard, mais qui montrent qu'il y a une voie pour cette dépénalisation. Sur le principe, François Grosdidier, si c'est encadré par l'État... Je trouve absolument extraordinaire l'argument qui est utilisé, qui consiste à dire parce qu'on ne peut pas empêcher le phénomène, on va le légaliser. On n'a jamais pu empêcher complètement toutes les violations des interdits. On continue à voler, on continue à incendier, on continue à faire de la fraude fiscale. C'est pas pour ça qu'on va légaliser la fraude fiscale. Bon, le problème, c'est de savoir si c'est plutôt bien ou plutôt mal, à la fois pour ceux qui consomment et pour la société. La réponse assez unanime, c'est que c'est plutôt mal et qu'il faut plutôt dissuader. Alors comme l'alcool et le tabac, mais qui étaient installés dans notre culture et qu'on essaie de sortir, mais on ne va pas tomber sortir de stupidité comme l'alcool et le tabac pour replonger dans celle du cannabis. Quand vous lisez cette note récente du Conseil d'analyse économique qui a dressé un constat terrible sur la politique de répression de la France, je le cite, « La France est l'un des pays les plus répressifs en matière de lutte contre le cannabis. Elle y consacre beaucoup d'argent et pourtant elle fait figure de champion européen en matière de consommation. » Mais c'est pas vrai, il n'y a pas de répression. Je veux dire pourquoi il n'y en a pas. Parce que les trafics sont réprimés. Mais la consommation ne l'est pas. Il n'y a aucun parquet aujourd'hui qui poursuit pour consommation. Donc c'est pour ça que le pouvoir actuel, et je le soutiens sur ce point, veut faire une amende forfaitaire pour qu'effectivement il y ait une sanction effective. Il y en a pour dépassement de vitesse ou pour mauvais stationnement. Il n'y en a pas pour consommation de cannabis. Donc quand on dit qu'on est dans la surrépression, c'est pas vrai. On n'a fait aucune répression et par ailleurs on ne fait pas de prévention parce qu'avec ce discours sur la légalisation, en fait, alors qu'on conditionne, qu'on fait du matraquage qui se justifie sur l'alcool et sur le tabac, eh bien, les pouvoirs publics ne soulignent pas assez la nocivité du cannabis pour la santé, pour la réussite scolaire. Je sens que vous avez envie de réagir. Marc Valeur. Oui, je pense qu'il serait temps qu'il y ait un débat un peu plus serein et qu'on ne se borne pas aux grands principes des pour et des contre, avec d'horribles laxistes qui seraient pour la légalisation. Alors, soyons nuancés, et des gens qui seraient pour montrer les muscles et montrer qu'on est rude et qu'il faut maintenir l'interdit. Non, la pénalisation de l'usage simple existe en France depuis 1970. C'est la législation la plus dure d'Europe en matière d'usage de drogue. Et la France a le record d'Europe de la consommation de cannabis. Il y a 17 millions d'expérimentateurs de cannabis. Il y a 17 millions de personnes qui disent oui, on a fumé du cannabis. C'est 17 millions de personnes que la loi actuelle permettrait de mettre 1 an en prison. Cette loi est absurde. Je travaille avec des toxicomanes depuis 1974. Tout le monde, à peu près, chez les spécialistes, pense depuis cette époque que cette loi est beaucoup trop dure, qu'il faut la changer. C'est depuis 1974. Et ça ne change toujours pas. En 2010... on a libéralisé même le jeu en ligne. Ça aurait pu être l'occasion de mettre sur la table les différents produits d'addiction et de voir quel niveau de régulation on voulait pour eux. Le cas du cannabis est exemplaire. C'est probablement dans les substances interdites celle qui est le moins dangereuse. On a fait un rapport avec le professeur Bernard Roch en 1997 sur la dangerosité des drogues et le cannabis venait bien en dessous de l'alcool, bien en dessous du tabac et évidemment en dessous de l'héroïne. Et vous n'êtes pas seul à le penser. On a vu
cet appel de l'Obs, Martine Pérez, un appel de 70 médecins, économistes et élus qui sont pour une légalisation contrôlée. Des élus, des économistes, des médecins. Est-ce que ça commence à nous faire réfléchir? Autant de personnes qui, en réfléchissant, il ne s'agit pas d'être agressif ou de s'énerver, c'est un débat qui est intéressant et qui revient sur la table depuis des années. Moi, j'ai travaillé en tant que journaliste longtemps dans beaucoup de médias et effectivement, ce débat revient de manière récurrente. Qu'est-ce que vous nous dites, vous? Non, c'est dangereux? Moi, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de légaliser le cannabis. D'abord parce que le cannabis, c'est une substance toxique. Et on le sait, on en reparlera peut-être. Il y a quand même des effets psychiatriques. Dites-le nous. Et aujourd'hui, il y a des effets psychiatriques qui sont très clairement établis. Pendant longtemps, on ne savait pas si le risque de schizophrénie était lié au cannabis ou simplement les gens qui avaient déjà des troubles psychotiques s'automédiquaient avec le cannabis. Aujourd'hui, il y a clairement des éléments qui permettent de dire que le cannabis... Ça peut être un déclencheur. Ça peut être un déclencheur chez des gens qui sont prédisposés même génétiquement, vous voyez, c'est assez sophistiqué. C'est dangereux aussi parce qu'on sait très bien que les gens qui fument beaucoup de joints, et les jeunes en particulier, souffrent de désinvestissement scolaire massif et que ça pose des vrais problèmes et que c'est très dur de les remettre dans le circuit scolaire. C'est un facteur accidentogène. Aujourd'hui, de plus en plus, quand on regarde les accidents de la route, on se rend compte... Il ne s'agit pas d'autoriser à consommer du cannabis avant de conduire. Non, mais on a bien parlé d'une légalisation contrôlée. Le dernier chauffard qui a tué un enfant, visiblement, il était sous l'emprise du cannabis. Voilà. C'est aussi toxique pour les poumons. Alors, l'autre argument qui fait que je ne suis pas tellement favorable à la légalisation du cannabis, c'est qu'aujourd'hui, quand on est adolescent, de tout temps d'ailleurs, c'est pas que aujourd'hui, on a besoin de transgresser. On a besoin de transgresser quelque chose. Si on légalise aujourd'hui le cannabis... Qu'est-ce qu'on va transgresser? C'est une règle immuable. C'est une question intéressante. Marc Valeur, vous êtes... C'est une règle immuable de tout. Et de quoi vivra l'économie parallèle? Parce qu'elle fera le transfert sur les drogues dures. Alors, sur le plan psychologique, c'est intéressant. Que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan sociétal, maintenir une loi pour que les gens la transgressent, à mon avis, c'est un paradoxe. Si les parents interdisent quelque chose pour que les enfants le fassent, à mon avis, c'est des parents un peu vicieux. L'autre chose, je pense que dans le projet de loi qui a été déposé, il ne s'agit pas de permettre la consommation aux mineurs. Comme pour le jeu... Oui, c'est après 18 ans. Le jeu des mineurs est interdit, ça veut dire que la vente du jeu est interdite aux mineurs, de même que la vente d'alcool est interdite aux mineurs. Il s'agit d'interdire la vente. Il s'agit de ne plus pénaliser l'usage. C'est déjà un énorme progrès. Alors, on va avancer parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Vous l'avez un petit peu évoqué, le cannabis à usage récréatif est déjà légal dans quelques pays. Au Canada, depuis octobre 2018. Il est alors d'ailleurs devenu le premier pays du G7 à le faire. 5 ans avant, c'était l'Uruguay. 8 États américains l'ont légalisé, dont la Californie, l'État de Washington. Plus près de nous, chez nos voisins européens, en Belgique, le cannabis reste illégal, mais la possession de cannabis est dépénalisée depuis 2003. L'Allemagne, la République tchèque, le Danemark ou encore l'Italie ne tolèrent pas le cannabis, mais les amendes encourues sont assez légères, ce qui est aussi révélateur. La France fait partie des pays où la législation est la plus dure d'Europe. Est-ce que ça va changer? La position du gouvernement n'est pas d'aller vers une légalisation du cannabis, c'est ce que nous a dit tout à l'heure Sibeth Ndiaye. Pourtant, écoutez ce que disait Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat. C'est une archive de septembre 2016. Écoutez. Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue et a une forme d'efficacité. Et donc, on voit bien que, de ce point de vue, le sujet est ouvert et doit être considéré. Quand on regarde d'ailleurs l'incapacité qu'ont les magistrats de régler le problème d'un point de vue pénal, on voit que nous sommes dans un système très hypocrite. Donc vous n'êtes pas contre? De l'autre côté, j'entends, et je suis aujourd'hui pas en situation, parce que c'est un sujet que je veux travailler, donc je ne suis pas contre. Loïc Prudhomme et François Grosdidier ensuite. Oui, mais en fait, les arguments qu'on a entendus, c'est exactement ça. C'est que tous les arguments que vous avez développés sont sous l'angle répressif ou sous l'angle de la morale. Moi, je l'aborde... Là, c'est pragmatique, ce que disait le chef de l'État, qui était candidat à l'époque. Qui a peut-être changé d'avis depuis, mais je rejoins le fait que nous, on le regarde sous l'angle sanitaire. C'est comment, aujourd'hui, on arrive à apporter une réponse sanitaire. C'est pas demain une loi pour que tout le monde fume du cannabis. C'est justement au contraire, pour pouvoir
avoir en main tous les éléments. Mais vous n'avez pas le sentiment que ça ouvre la voie, ça ouvre les vannes? Mais non, pas du tout, parce que les exemples, vous n'avez pas cité dans le petit panel, mais je pense que le Portugal était un exemple intéressant qui a fait vraiment une action très... oui, expliquez-nous. Très significative sur la légalisation de l'usage des drogues, et c'était il y a maintenant presque 20 ans, et on voit que notamment le nombre de personnes dépendantes a diminué de moitié. Donc voilà un vrai résultat, je veux dire, par les faits, pragmatique. Et on a du recul sur les maladies psychiatriques? Est-ce qu'il y en a plus dans ces pays où on a légalisé le cannabis? Non, il n'y en a pas plus, bien au contraire. C'est en tout cas des gens, du coup, comme il y a moins de gens dépendants, déjà on se tire quand même une bonne épine du pied par rapport à ça, et puis du coup, la manne aussi financière qui passe du coup du registre du marché noir, parce que c'est 1 milliard quand même d'euros, cette économie parallèle, vers un marché public que l'on contrôle, permet de faire de la prévention et de donner les moyens de suivre les gens qui seraient encore dans l'addiction. Et c'est la proposition que l'on fait, c'est d'avoir ces centres aussi où on peut suivre ces consommateurs. Je trouve extraordinaire de penser que c'est en autorisant un phénomène qu'on va le réduire. Oui. Mais c'est l'effet. Non, mais autrement. C'est le recul qu'on a vers d'autres pays. On autoriserait l'alcool au volant, autrement, on réautoriserait. Mais non, mais vous êtes caricatural. Qu'on interdit. Mais non, mais attendez, déjà dans le mode, dans le mode de raisonnement. Autoriser un phénomène en pensant le réduire. Non, l'autoriser, c'est l'encourager. Et comment je vais dire, moi, mes gamins, mais attendez, ça, c'est pas bien, au moment où précisément la société leur dit, mais allez-y. Mais enfin, c'est le contre-message que vous envoyez à toutes les sociétés. Attendez, je vous ai écouté, on peut parler successivement si vous voulez. Et une forme d'efficacité. Mais si vous voulez, nous parlons chacun notre tour. Au Sénat, c'est comme ça, je ne sais pas comment ça à l'Assemblée. Donc, c'est pas très différent, mais en tout cas, on ne dit pas de bêtises. Ici, on parle chacun. Non, mais merci pour moi. Bon, allez, allons sur le fond, s'il vous plaît. On respecte l'opinion des autres sans insulter non plus. C'est pour ça, respecter la proposition de loi. Non, mais j'ai le droit d'être contre. Au Sénat, on respecte aussi l'opinion contradictoire, ce qui vous est très difficile, me semble-t-il, à faire. Et bien, donc, je pense qu'autoriser le phénomène, c'est précisément l'encourager. Deuxièmement, contrairement à ce que vous avez dit, il y a un décalage en France entre une loi la plus répressive et l'application de la loi qui est la plus laxiste. Parce que, je le redis, il n'y a aucun parquet qui, depuis des années, ne poursuit la consommation. Et justement, le président de la République, dont je ne suis pas un soutien, qui a réfléchi à cette question, propose, lui, l'amende forfaitaire, c'est-à-dire la sanction effective, mais juste proportionnée, pas excessive, et il faut que ce soit pénal pour demain, pouvoir aussi ordonner des injonctions thérapeutiques à récidive, etc. C'est-à-dire que c'est effectivement un outil qui est proportionné. Ensuite, le faux argument qui consiste à dire on va dégonfler l'économie parallèle. Je la connais, cette économie parallèle. J'ai combattu dans une ville qui était le supermarché de la drogue dans ma région, même l'hypermarché. Eh bien, désolé, ceux qui vivent de ça, demain ils ne vivent pas du cannabis, eh bien, s'ils ne sont pas combattus, ils vont reporter sur les drogues dures parce que leur chiffre d'affaires leur manquera, ils feront simplement un déport d'activité. Donc non seulement vous encouragez la consommation des drogues dites douces et qui sont néfastes pour la santé, pour le lien social, qui peuvent développer des maladies comme la schizophrénie, mais par ailleurs, vous ne réglez pas le problème sous l'angle de la sécurité et de l'ordre public, la lutte contre l'économie parallèle, qui va se déporter sur les drogues dures et qui encouragera aussi la consommation de drogues dures. C'est pour ça, je pense, que votre initiative qui part de bons sentiments produira le résultat exactement inverse de celui que vous dites. Martine Pérez et Marc Valeur. Je voulais juste vous dire, c'est pas un problème de morale. Là. On est tous d'accord pour dire... Non, pas du tout, mais je ne vois vraiment pas où vous mettez de la morale. Ni lui, ni moi, ni personne ne met de la morale ici. Vous dites que l'autorisation va régler beaucoup de problèmes et va simplifier les choses. Mais l'autorisation du tabac, depuis les années 40, puisque ça n'a jamais interdit, c'est 73 000 morts par an et on a beaucoup de mal à le combattre. L'autorisation de l'alcool, c'est un problème aussi majeur et je ne vois pas non plus en quoi l'autorisation et la légalisation du cannabis permettra de régler le problème. Ça, il faudrait qu'on me le démontre par A plus B. Je n'ai pas l'impression que dans les pays où c'est légalisé, eh bien, il n'y a aucun problème lié au cannabis. Et puis, le marché parallèle, on devrait pour lutter contre les marchés parallèles, il faudrait bien sûr autoriser la cocaïne, l'héroïne, tout ce qui est absolument interdit. Si on veut vraiment lutter contre les marchés parallèles, en fait, nous avons des outils juridiques et judiciaires pour lutter contre les marchés parallèles, des outils. Et donc, c'est ça l'objectif. On ne va pas... Ça ne doit pas être un argument selon vous. C'est pas un argument. Je vous dis, on n'est pas dans la morale. Marc Valeur.
Moi, je pense que on est dans une discussion qui est la même qu'il y a 40 ans. Et c'est vraiment dommage. Les conditions ont beaucoup changé. Il y a une dizaine d'États américains qui ont légalisé l'usage de cannabis. Le Canada l'a légalisé depuis 1 an. L'Uruguay depuis 5 ans. Et parce que les autres le font, il faudrait que nous le fassions pour non, vous, mais ça, il faut être pragmatique. À mon avis, le mouvement est inéluctable. Et il faut mieux commencer à réfléchir aux modalités de la légalisation. Pourquoi on a des exemples contradictoires. Quand on dit que le laxisme, ça entraîne des problèmes, l'exemple européen montre exactement le contraire. Les pays les plus souples au niveau législatif, le Portugal, la Hollande, sont ceux qui ont le moins de problèmes de consommation, et ça a diminué les consommations. Les pays les plus durs dans le monde en matière de drogue sont ceux où il y a le plus d'usage de drogue. C'est le cas, ça a été le cas de l'Iran pour l'héroïne, c'est le cas des Philippines où on tue les toxicomanes dans la rue et où les problèmes ne cessent d'augmenter. Donc dire qu'il faut être dur pour qu'il n'y ait pas de problème, c'est faux. On sait que c'est faux. Je ne mélange pas tout, on sait que c'est faux. On sait que, par ailleurs, et pour aller dans votre sens, le libéralisme absolu, le laxisme le plus absolu est dangereux aussi. Il ne s'agit pas de mettre du cannabis avec de la publicité, avec des choses comme ça, parce qu'on sait... Pas du tout, pas du tout. Et la légalisation n'est pas la libéralisation. Marc Valeur, vous êtes psychiatre. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que oui ou non, le cannabis peut augmenter le nombre de maladies psychiatriques? Est-ce que oui ou non, le cannabis peut déclencher la schizophrénie? Peut-être pour les parents qui regardent ce soir. S'il faut une réponse à oui ou non, la réponse serait non. C'est pas ce que je concerne. Allez-y. On peut faire des discussions d'experts très compliquées sur le sujet. Il y a une corrélation qui est de plus en plus démontrée entre schizophrénie et usage de cannabis. Par contre, les causalités, il y a une corrélation. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Les causalités sont extrêmement discutées et l'idée que le cannabis fabrique de la schizophrénie est combattu par la plupart des spécialistes, pharmacologues et psychiatres. Des troubles de la concentration, des problèmes scolaires, est-ce que oui ou non il y a un lien? Bien évidemment. Bien évidemment. Si la conduite automobile, quand on est en très peu. Non, alors, vous ne pouvez pas le dire. Je connais très bien le sujet. Pour les jeunes, sur les questions scolaires, sur les questions scolaires, bien évidemment, le cannabis perturbe l'attention et il y a une étude qui montre qu'il peut perturber les fonctions cognitives au long cours chez des jeunes qui l'utilisent très très tôt, à partir de l'âge de 15 ans, et d'une manière extrêmement intensive pendant plus d'une dizaine d'années. Bien évidemment, c'est très dangereux de consommer du cannabis extrêmement tôt. On sait que le cerveau des enfants est très vulnérable. C'est important de l'entendre de votre bouche ce soir. Et qu'il faut les protéger, bien évidemment. On sait aussi que l'usage intensif au long cours, ça perturbe, ça empêche des acquisitions. D'où votre conclusion à vous qu'il faut contrôler. Il faut évidemment contrôler. De même qu'il faut contrôler le jeu, de même qu'il faut contrôler l'alcool, de même qu'il faudrait contrôler le tabac, etc. Il est bien évident que chez un enfant, l'usage d'alcool précoce est encore plus dangereux pour le cerveau. C'est une catastrophe pour le cerveau. L'alcool est légal, mais j'espère que vous l'interdisez à votre enfant. Alors, Loïc Prudhomme et Martine Pérez ensuite. Oui, il y a un monde. Donc, ça ne vous pose pas de problème. Ça vous pose pas de problème. Mais dès lors que c'est inventé, la cigarette dont on dit qu'elle devrait pas être vendue aux mineurs, regardez devant n'importe quel collège la consommation massive de cigarettes. S'il vous plaît, je voudrais qu'on parle ensuite du cannabis thérapeutique. Donc, Loïc Prudhomme, s'il vous plaît. Juste, moi, il y a un mot qui me paraît essentiel dans cette discussion, c'est le mot de pragmatisme. Et que quand l'on dit que la répression n'est pas faite de manière pragmatique, on regarde 130 000 personnes arrêtées chaque année pour consommation de cannabis. Donc si on prend 10 ans, ça fait 1 300 000 personnes. Et zéro effet. Et zéro effet sur la baisse de consommation. Donc d'une manière pragmatique, il faut regarder ça pour qu'il y ait un effet sanitaire. Et je pense que les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction d'usage de drogue que l'on propose aussi dans ce dispositif est à même de répondre à ces problèmes. Parce qu'il y en a, bien sûr, on ne les nie pas, mais il faut les traiter d'une façon pragmatique. Martine Pérez. Oui, dans votre projet de loi, vous expliquez un certain nombre de conditions qui seraient nécessaires pour se procurer du cannabis, c'est-à-dire avoir au moins 18 ans, si j'ai bien compris, etc. etc. Aujourd'hui, la consommation de cannabis, elle commence à 12 ans, elle commence à l'école, elle commence au lycée, et on voit bien que pour le tabac, même si la consommation de tabac, il existe une limite d'âge pour commencer, eh bien, cela n'est pas du tout respecté. Je ne vois pas comment, avec cette loi, vous pourrez faire respecter les limites d'âge et empêcher les marchés parallèles de continuer à exister, d'autant plus qu'il y a des gens qui sont très friands de cannabis plus dosé en THC, etc., etc. Et donc,
Je ne suis même pas sûre que votre proposition qui vise à encadrer la consommation, elle ne soit pas uniquement destinée à des personnes, des adultes qui ont une manière récréative de consommer du cannabis, pour qui c'est quelque chose... Pardon, oui, les exemples que l'on a cités tendent à montrer que ce genre de mesure est efficace justement pour... Alors, il y a un sujet qui semble faire davantage consensus, c'est l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques. Il y a quelques jours, un débat sans vote s'est tenu au Sénat, François Grosdidier. Globalement, la majorité des élus étaient pour. Selon la dernière enquête de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, plus de 9 Français sur 10 se disent favorables à l'autorisation du cannabis thérapeutique pour traiter certaines maladies. Et enfin, début avril, c'est le Premier ministre lui-même, Édouard Philippe, qui a ouvert la voie. Il était en déplacement dans la Creuse. On l'écoute et je vous fais réagir après. On utilise dans la fabrication de médicaments des molécules qui sont les mêmes que celles qui constituent l'opium notamment. Donc évidemment, on doit pouvoir réfléchir à innover, à expérimenter, en le faisant de façon très encadrée. Il ne s'agit pas du tout de mettre en péril la santé publique, il s'agit au contraire d'utiliser ce que l'on sait pouvoir utiliser, ce que l'on veut pouvoir utiliser pour apporter un bénéfice thérapeutique aux patients. Il y a beaucoup de pays qui travaillent là-dessus, il y a beaucoup de pays qui le permettent. Il serait absurde de ne pas se poser la question et c'est dans cet esprit que nous voulons travailler avec les porteurs du projet. François Grosdidier, là c'est oui pour le cannabis thérapeutique. Mais tout à fait, je suis depuis très longtemps et je regrette justement qu'on puisse avoir cette confusion aujourd'hui en lançant le débat. Voilà, c'est très clair ce soir. Hein. C'est très clair, bien sûr, mais c'est évident qu'il y a... Vous ne craignez pas la boîte de Pandore, vous ne craignez pas que ça pas du tout. Autrement, on va interdire plein de médicaments aujourd'hui sur le marché. Et d'ailleurs, il y a énormément de molécules, de substances dans les médicaments qui sont très dangereuses si on les consomme sans mesure ou c'est pas justifié par un effet thérapeutique. Donc les débats sont complètement distincts. Et c'est vrai, ça fait partie des tabous de cette société. Je trouve absurde que pour de nombreux malades, sclérose en plaques et bien d'autres, je veux dire, on n'est pas depuis longtemps autorisé le cannabis thérapeutique. Marc Waller ? Oui, ça c'est une évidence. Il a en plus des propriétés que peu de médicaments au niveau orexigène, au niveau antivomitif et surtout dans le traitement de certaines douleurs qui sont résistantes aux opiacés et aux autres traitements. Donc le cannabis thérapeutique, ça devrait être une évidence. Et peut-être même le cannabis thérapeutique, pas seulement les molécules extraites du cannabis. Les pharmacologues aiment bien les produits purs. Ça devrait être une évidence, dites-vous, et ça ne l'est pas. Pourquoi ? C'est un état de fait, là aussi, en France, pour le moment. Pourquoi, d'après vous ? On ne dispose pas de cannabis thérapeutique. Dans beaucoup de pays, c'est légalisé. Il faut remarquer que la plupart des États américains qui ont légalisé le cannabis récréatif avaient d'abord légalisé le cannabis thérapeutique. C'est pour ça que je parlais de boîte de Pandore. C'est parce qu'il y a eu confusion, justement. Non, Martine Pérez. Oui, alors c'est assez compliqué le cannabis thérapeutique. D'abord parce qu'il n'y a pas eu énormément d'études avec des molécules dûment commercialisées pour évaluer ce qu'on peut attendre du cannabis thérapeutique. Donc aujourd'hui, c'est pas évident. Il y a un laboratoire pharmaceutique qui en France a le projet de mettre un médicament qui s'appelle le Sativex sur le marché. Le problème, c'est qu'il réclame beaucoup d'argent pour le remboursement par l'assurance maladie et qu'il y a un débat là-dessus. Par ailleurs, les médecins sont pas du tout préparés à la prescription. Il y a une enquête récente qui a été faite dans les pays européens. Les médecins, ils savent pas à quoi ça sert, ils savent pas comment ça va se prescrire, ils savent pas comment l'encadrer. Ils savent pas à quelle dose. Ils savent pas à quelle dose. Donc je pense qu'on aurait quand même besoin d'avoir des publications comme on fait toujours dans la science avec des preuves pour dire voilà comment ça va être utilisé. Alors des fois on a l'impression qu'on sort un mot magique cannabis thérapeutique, ça va régler toutes sortes de problèmes. C'est pas aussi évident et aussi simple que ça. Vous avez des réserves, vous, en tant que médecin ? Non, j'ai pas de réserve. J'attends juste qu'on me dise, oui, dans la sclérose en plaques, ça permet, dans 30% de cas, d'empêcher les douleurs liées à des spasmes musculaires, etc., etc. C'est pas moi qui ai des réserves. C'est que j'ai fait quelques chroniques sur le sujet récemment. J'ai essayé de lire tout ce qui était publié là-dessus. Et les données scientifiques sont pas encore suffisamment étayées pour dire, oui, il faut se lancer là-dedans. Loïc Prudhomme. Oui, j'aurais aimé qu'il y ait eu les mêmes réticences pour tous les psychotropes chimiques qui envahissent nos vies et nos pharmacies. J'ai les mêmes réticences. Voilà, donc moi, c'est pour ça que je trouve que c'est un bon départ. Si on dit, voilà, ce cannabis thérapeutique, on le légalise, on l'encadre justement pour avoir une mesure des effets, des conditions d'utilisation, des bénéfices que ça peut apporter. On forme en même temps, effectivement, les praticiens à l'utilisation de cette nouvelle possibilité. Et voilà, c'est la même logique, en fait. C'est le pragmatisme. On regarde les études scientifiques. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, même si je n'ai pas votre niveau d'expertise. Mais il me semble qu'au niveau international, il y a quand même aujourd'hui assez de recul pour dire que les effets positifs sont avérés
très documenté. Donc moi, je pense que ça serait quand même le minimum qu'on démarre par là, mais il faudra aller plus loin. Alors Édouard Philippe a fait cette déclaration dans la Creuse, ça ne vous a pas échappé. Ce n'est pas anodin, le département attend même cela avec impatience. Ce serait une vraie manne financière pour les agriculteurs. Juste, je vous cite Joanie Chatou, qui est un agriculteur du coin. Le thérapeutique, ça va être très encadré, très compliqué, très technique, donc ça concernera peu de personnes. Le cannabis bien-être, dit-il, en revanche, serait une vraie opportunité pour nous agriculteurs en Creuse, parce qu'on a des territoires adaptés aux chambres. Alors là, expliquez-moi, il fait une distinction entre cannabis thérapeutique et cannabis bien-être. Alors, ce que je peux dire, c'est par exemple dans des pays comme le Canada, les médecins prescrivent du cannabis et il y a des magasins qui ont pignon sur rue dans lesquels ils peuvent acheter du cannabis prescrit par les médecins. Ce n'est pas des médicaments dûment manufacturés. Donc il y a plusieurs manières. Médicaments de confort. Je ne sais pas exactement comment. En tout cas, je sais qu'il y a plusieurs manières de prescrire du cannabis et pas seulement des médicaments manufacturés. Il nous reste 30 secondes, Marc. Oui, le plus souvent, ça a été une démarche compassionnelle. Voilà, on n'est pas dans le cas de lancement d'un médicament ou d'une molécule qu'on ne connaîtrait pas. On a 17 millions d'expérimentateurs en France. Et cliniquement, ce qu'on voit, c'est des personnes qui ont utilisé du cannabis, qui utilisent parfois régulièrement du cannabis et qui disent « ça me fait du bien, c'est la seule chose qui calme mes douleurs, ça me fait du bien, c'est la seule chose qui me permet de manger, etc. » C'est pour ça qu'on défend le cannabis thérapeutique. Et on va qui se console avec l'alcool aussi. Et on va s'arrêter là sur ces mots. François Grosdidier, merci à tous les quatre d'y avoir participé.